il y a des moments dans la vie où l'on regarde en arrière, et chaque souvenir, chaque fragment d'existence, s'assemble pour former un tableau d'une ironie cruelle. Je m'appelle Marc. 39 ans, bientôt 40. 39 ans d'une vie que je croyais stable, solide, bâtie sur des fondations en béton armé. Mon quotidien était tissé de ces petites habitudes confortables, de ces rituels doux qui vous enveloppent comme une couverture un soir d'hiver. Je vivais dans une de ces maisons de banlieue, pas flamboyante, non, mais chaleureuse, avec un petit jardin où les rosiers luttaient vaillamment contre les mauvaises herbes. Un endroit où l'on imagine élever des enfants, vieillir, voir les saisons passer, les feuilles tomber et renaître. C'est le genre de maison que l'on achète quand on croit au lendemain qui chante, quand on est convaincu que l'amour est un refuge imprenable. Mon origine? Rien de grandiose, je suis issu d'une famille modeste, travailleuse, qui m'a appris la valeur de l'effort et l'importance de tenir sa parole. J'ai toujours mis un point d'honneur à être fiable, prévisible, un roc sur lequel on pouvait s'appuyer. C'était ma fierté, ma signature. Ma routine quotidienne, elle, était une symphonie réglée comme du papier à musique. Le réveil à 6h30, la même sonnerie douce que j'avais choisie pour ne pas effrayer le silence du matin. Ensuite, le café, noir, sans sucre, préparé dans la vieille cafetière italienne qui trônait sur le comptoir de la cuisine depuis nos premières années de mariage. Tu sais, ce genre d'objet qui porte en lui l'empreinte de tant de matins partagés, tant de discussions murmurées avant que le monde ne se réveille vraiment. Je la regardais souvent, cette cafetière, et elle me racontait une histoire, la nôtre, celle d'un amour qui avait infusé lentement, prenant corps et saveur au fil des jours. Puis venait la douche, rapide, efficace, avant de descendre retrouver ma femme, Sarah. Son vrai nom était un murmure, une mélodie douce que j'aimais prononcer. Elle était le soleil de mes matins. Ses cheveux emmêlés, sa façon de bâiller en étirant ses bras, ses yeux encore à demi clos cherchant les miens. Un baiser sur le front, un mot doux, la promesse silencieuse d'une nouvelle journée. Je travaillais comme ingénieur dans une entreprise de taille moyenne, un poste stable, pas passionnant au sens où certains l'entendent, mais gratifiant. J'y mettais mon cœur, ma rigueur, ma capacité à résoudre des problèmes complexes. C'était un travail qui me permettait de subvenir à nos besoins, de construire notre avenir. La route jusqu'au bureau était la même chaque jour, une série de feux tricolores, de ronds-points familiers, d'arbres que je voyais changer au gré des saisons. C'était ma bulle de solitude et de réflexion avant de plonger dans le brouhaha du monde professionnel. Et le soir, le retour. Cette anticipation douce de la retrouver, de passer le seuil de notre maison et de sentir l'odeur du dîner qui mijotait, ou la simple présence de son parfum. Nous partagions souvent des repas simples, devant la télévision, à discuter de nos journées, de nos rêves, de ces petites anecdotes qui pimentent l'existence. Parfois, nous lisions, côte à côte, le silence habité de notre présence mutuelle. Nous avions ce petit rituel du week-end, aussi. Le samedi matin, un petit déjeuner un peu plus élaboré, des crêpes ou des œufs brouillés. Puis, une sortie au marché local, flânant entre les étals, les couleurs vives des légumes, l'odeur de la terre et des épices. C'étaient nos moments, nos parenthèses enchantées où le temps semblait s'étirer, où chaque instant était une pierre ajoutée à notre édifice commun. Nous rêvions de voyage, d'une petite maison de campagne pour nos vieux jours, d'enfants qui couraient dans le jardin. Des rêves simples, terre à terre, mais qui nous semblaient à portée de main, presque palpables. La sécurité que j'offrais, la stabilité, c'était ma façon d'aimer. N'est-ce pas ce que l'on attend de la vie, après tout? Une certaine forme de sérénité, de paix, la certitude que l'on ne dormira pas sous un pont le lendemain? Je ne demandais pas la lune, juste un foyer, une femme aimante, et la promesse d'un avenir partagé. Connais-tu ce sentiment où tout semble à sa place, comme les pièces d'un puzzle parfaitement imbriquées? C'est ainsi que je me sentais. Comblé, reconnaissant. Un homme ordinaire, avec une vie ordinaire, mais extraordinairement heureux. Je n'étais pas un héros de roman, ni un titan de la finance. J'étais juste Marc, et c'était suffisant pour moi. Et je croyais, du plus profond de mon être, que c'était suffisant pour elle aussi. Pourtant, même dans les plus beaux tableaux, il arrive qu'une petite tache, à peine visible au premier coup d'œil, commence à s'étendre, insidieuse. Ces premières fissures, je les avais vues, oui, mais je les avais balayées, ignorées, les rangeant dans le tiroir des détails insignifiants ou des particularités familiales. Comment aurais-je pu deviner quels étaient les préludes d'un tremblement de terre? La famille de Sarah, c'était un chapitre à part entière. Sa mère,
Surtout, une femme au tempérament affirmé, à la langue acérée, et aux attentes, comment dire? Élevées. Très élevées. Au début, leurs remarques me semblaient anodines. Des pointes, des piques légères, souvent camouflées sous le voile de l'humour ou du conseil bienveillant. La première fois que j'ai rencontré sa mère, c'était dans un restaurant un peu chic, l'ambiance feutrée, les couverts qui tintinabulaient. J'étais nerveux, évidemment, désireux de faire bonne impression. J'avais mis ma meilleure chemise, repassée avec un soin maniaque. Elle m'avait dévisagé, un sourire poli aux lèvres, mais ses yeux m'avaient scanné, pesé, évalué. Il a l'air gentil, avait-elle dit à Sarah en me jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, et il est stable. C'est important, la stabilité, ma chérie. Stable. Le mot m'avait traversé l'esprit, laissant une légère piqûre. Non pas que je ne le sois pas, mais la manière dont elle l'avait dit, comme si c'était une consolation, un critère minimal plutôt qu'une qualité. Un murmure lointain, une petite mélodie dissonante dans la symphonie de notre rencontre. Les années passant, ces petites remarques s'étaient faites plus fréquentes, plus ciblées. Jamais directement méchantes, non, mais toujours avec cette nuance, cette comparaison implicite. Lors d'un dîner de Noël, une fois, ma belle-mère s'était lancée dans un éloge dithyrambique de l'ex-petite amie de Sarah. Ah, Kevin, s'était-elle exclamée, ses yeux pétillants de nostalgie. Lui, il avait de l'ambition. Une voiture de sport, un appartement en plein centre-ville, et un travail qui le faisait voyager aux quatre coins du monde. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait. Elle avait soupiré, l'air rêveur, avant de me regarder avec un sourire forcé. Mais bon, Marc, tu es fiable, n'est-ce pas? La fiabilité, c'est une qualité aussi. J'avais senti une brûlure dans ma poitrine. Un coup d'épée invisible, mais dont la pointe avait atteint sa cible. Stable, fiable, des mots qui, dans sa bouche, sonnaient comme des euphémismes pour ordinaire, sans éclat, insuffisant. Je me souviens d'une autre fois, nous étions chez eux pour un barbecue d'été. Le soleil tapait fort, les rires s'échappaient de toutes parts. Je venais juste de leur annoncer que j'avais obtenu une petite promotion, une augmentation de salaire modeste, mais qui représentait pour moi un pas en avant significatif. J'étais fier, vraiment. Sarah m'avait serré dans ses bras, les yeux brillants. Mais sa mère? Ah oui, une promotion? C'est bien. Elle avait hoché la tête, un sourire pincé. C'est bien de progresser. Kevin, lui, il était déjà manager à son âge. Il avait monté sa propre boîte, tu te souviens, chérie? Un vrai visionnaire. Le nom de Kevin, il revenait sans cesse, comme un refrain lancinant, un fantôme omniprésent dans les conversations de sa famille. Il était la mesure, l'étalon or, l'incarnation de tout ce que je n'étais pas et, semblait-il, ne pourrait jamais être à leurs yeux. Je m'étais dit que c'était la jalousie, peut-être. Ou simplement une mère qui rêvait du meilleur pour sa fille, et qui avait une idée bien arrêtée de ce que ce « meilleur » devait être. J'avais rationalisé. Après tout, les familles sont comme ça, non? Elles ont leurs préférences, leurs comparaisons, leurs petites obsessions. Qu'aurais-tu fait, à ma place? Aurais-tu monté au créneau, déclenché une dispute pour des paroles qui, prises individuellement, pouvaient sembler inoffensives? J'avais choisi la voie de la sagesse, pensais-je alors. Le silence, le sourire forcé, l'indifférence feinte. Je me disais que l'amour de Sarah, notre amour, était un bouclier suffisant contre ces flèches empoisonnées. Sarah, elle, restait souvent silencieuse pendant ces échanges. Parfois, elle essayait de dévier la conversation, de changer de sujet, un petit signe de gêne qui me faisait chaud au cœur. Elle me défendait, à sa manière discrète. Mais elle ne contredisait jamais sa mère directement. Jamais elle n'avait dit « Maman, arrête, Marc est parfait tel qu'il est ». Et ces silences, rétrospectivement, me déchirent le cœur aujourd'hui. Était-il le fruit d'un respect filial inébranlable, ou les premières graines de doute qu'elle laissait, sans le savoir, germer en elle? Le doute. Ce sentiment insidieux qui s'infiltre lentement, comme l'humidité dans les vieux murs. Il avait commencé à s'installer en moi, sans que je n'en prenne conscience. Je me mettais à me regarder différemment dans le miroir. Mon costume, mon allure, ma conversation. Étais-je vraiment si commun? Manquais-je de cette étincelle, de cette ambition dévorante que sa mère vénérait tant? Je commençais à me sentir un peu plus petit, un peu moins sûr de moi,
surtout en présence de sa famille. C'était une atmosphère, une sorte de brume légère qui s'installait autour de moi à chacun de leurs repas, chacune de leurs visites. Pourtant, une fois rentrés chez nous, l'illusion reprenait le dessus. Le bouclier de notre maison nous protégeait. Sarah redevenait ma Sarah, la femme que j'aimais, celle qui riait à mes blagues, qui me prenait la main sans raison, qui partageait mes rêves les plus fous. Je chassais les mauvaises pensées, les qualifiant de paranoïa, de susceptibilité excessive de ma part. Après tout, nous nous aimions. L'amour, n'est-ce pas la réponse à tout? La colle qui répare toutes les fissures, qui cimente toutes les fondations? Je le croyais alors, d'un optimisme presque naïf. J'observais le monde autour de nous, cette réalité sociale qui pèse sur chacun. La pression de réussir, d'être toujours plus. Plus riche, plus beau, plus influent. Nous vivions dans une société qui valorise le paraître, l'éclat, la performance. Nous n'étions pas à l'abri de ces injonctions, même si nous tentions de nous en tenir éloignés. Je ne gagnais pas des millions, mais nous vivions confortablement. Nous n'avions pas de dettes, nous mettions de l'argent de côté. Nos finances étaient saines, et c'était pour moi une marque de réussite, de responsabilité. Mais pour la famille de Sarah, peut-être que la stabilité n'était pas aussi brillante que le succès fulgurant de Kevin. Je revois un dimanche après-midi, pluvieux, comme il y en a tant en automne. Nous étions dans le salon, un feu crépitait doucement dans la cheminée. Sarah lisait un livre, je feuilletais un magazine. Le silence était parfait, lourd de contentement. J'avais levé les yeux vers elle, elle était si belle, concentrée, une mèche de cheveux tombant sur son front. J'avais imaginé notre vie ainsi, pour toujours. Cette paix, cette tendresse. C'était ça, le bonheur. Un tableau paisible, dont les couleurs ne se faneraient jamais. Mais l'illusion, elle, est fragile, comme le verre. Les premières fissures étaient là, subtiles, invisibles si on ne voulait pas les voir. Elles attendaient, silencieuses, le bon moment pour s'élargir, pour défigurer ce qui semblait si parfait. Ces graines de doute, plantées par des mots anodins, des comparaisons insidieuses, commençaient à prendre racine. Je les avais laissées là, pensant qu'elles ne pourraient jamais percer le sol fertile de notre amour. J'avais sous-estimé la puissance du non-dit, le venin lent de la dévalorisation. J'avais été aveugle, bercé par l'écho lointain de jours heureux, sans percevoir le grondement sourd qui montait des profondeurs, annonciateur d'une tempête. Une tempête qui allait tout emporter sur son passage. Les remarques désobligeantes de la famille, qui n'étaient au début que de fines aiguilles, se sont transformées en de véritables javelots, lancés avec une précision de plus en plus redoutable. Ce qui avait commencé comme des murmures lors des repas de famille, des comparaisons subtiles avec le passé glorieux de l'ex de Sarah, Kevin, s'est amplifié pour devenir des jugements directs, presque des condamnations à peine voilées. La maison de sa mère, ce lieu qui aurait dû être un havre de paix familiale, est devenu le théâtre de ces petites exécutions, souvent déguisées en conseils bienveillants ou en observations objectives. Je me souviens d'un dîner en particulier, un dimanche d'automne où l'odeur du pot-au-feu flottait dans l'air, lourd et réconfortant, un contraste saisissant avec la tension qui s'épaississait autour de la table. La conversation avait, comme souvent, dévié vers l'immobilier, les investissements, les carrières. Et puis, la phrase est tombée, de la bouche de ma belle-sœur, avec une innocence feinte qui me brûlait les tympans. Kevin, lui, il avait cette audace, cette vision. Il savait prendre des risques. Il était taillé pour les grandes choses. Mon regard avait croisé celui de Sarah, et j'y avais vu une sorte d'assentiment silencieux, une gêne qu'elle n'osait pas ou ne voulait pas affronter. Qu'auriez-vous fait, à ma place, quand vous sentez que votre existence, vos efforts, votre simple présence sont passés au crible d'un microscope implacable, pour être jugés insuffisants? Je me sentais comme un objet de collection que l'on examine sous toutes les coutures, dont on évalue la valeur marchande, et qui, au final, est jugé trop commun, pas assez rare pour figurer dans une vitrine prestigieuse. La comparaison avec Kevin n'était plus une suggestion, c'était une constante. Kevin aurait fait ça, Kevin n'aurait jamais accepté ça, Kevin était tellement plus. Le blanc laissait toujours sous-entendre une qualité que je n'avais pas, un manque criant qui me rongeait un peu plus à chaque fois. Ma belle-mère avait même osé une fois, alors que nous discutions de nos vacances ou des vacances simples, mais qui nous rendaient heureux, me lancer avec un sourire compatissant, « C'est gentil, Marc, de vous contenter de si peu. Mais Sarah mérite un peu plus, tu ne crois pas? Elle a toujours eu des goûts de luxe. Tu ne crois pas?
était une flèche empoisonnée. Je voyais Sarah rire nerveusement, essayer de changer de sujet, mais jamais, au grand jamais, elle n'avait pris ma défense avec la ferveur que j'aurais attendue d'une femme qui prétendait m'aimer. C'était comme si un coin de son esprit trouvait écho à leur dire, comme si elle était elle-même convaincue, petit à petit, de ma médiocrité. Connaissez-vous ce sentiment d'être doucement effacé, réduit en poussière par les mots des autres, sans que la personne qui devrait être votre encre ne tende la main pour vous retenir? Je sentais mon socle s'éroder, ma confiance en moi vaciller sous les assauts répétés. Je me disais que l'amour devrait être un bouclier, mais il semblait que le mien était fait de papier mâché, perméable à la moindre insinuation. Cette période s'est étirée comme une journée d'été sans fin, où l'on attend l'orage pour rafraîchir l'air, mais où l'orage ne vient jamais, laissant la chaleur moite et étouffante prendre possession de tout. Chaque rencontre familiale, chaque appel téléphonique devenait une épreuve. Je me préparais mentalement, comme un soldat avant la bataille, mais les armes que j'avais, la logique, le travail acharné, la sincérité de mes sentiments, semblaient inefficaces face à leur cynisme insidieux et leur obsession pour le paraître. Je me suis surpris à éviter certains événements, à inventer des excuses pour ne pas me rendre à des dîners, juste pour échapper à cette sensation de ne pas être à la hauteur, d'être le canard boiteux dans leur troupeau de cygnes. Sarah ne semblait pas s'en soucier outre mesure, ou peut-être interprétait-elle mon retrait comme une confirmation de leur point de vue, une preuve de mon manque d'assurance. Le silence de sa part devenait de plus en plus pesant, une autre forme de complicité qui me transperçait bien plus que les paroles acerbes de sa mère. Ce silence était un mur invisible qui grandissait entre nous, brique après brique, posé par l'indifférence. Et puis est arrivé l'anniversaire de Sarah. Un de ces jalons dans l'année, qui devrait être synonyme de joie, de célébration, de partage intime. J'avais commencé à envisager un petit voyage pour nous deux, un week-end romantique loin de tout, un moyen de retrouver notre bulle. Je voulais la surprendre, la sortir de cette atmosphère pesante que sa famille avait créée. La veille de notre départ supposé, alors que je rentrais du travail, un bouquet de ses fleurs préférées à la main, l'air chargé d'une excitation contenue, je l'ai trouvée dans le salon, assise sur le canapé, le regard rivé sur son téléphone. La lumière tamisée de la pièce, d'ordinaire si douce et accueillante, semblait ce soir-là filtrer à travers un verre teinté de mélancolie. Je lui ai tendu les fleurs, le sourire aux lèvres, et j'ai dit, joyeux pré-anniversaire, mon amour. Prête pour l'aventure? Elle a levé les yeux, un éclair de quelque chose que je n'ai pas su nommer, de la gêne, de la peur, de la résolution en traversant son regard. Elle a posé son téléphone, puis elle s'est levée, a pris les fleurs sans vraiment les regarder, et les a posées sur la table basse, comme un objet sans importance. L'odeur du lilas, d'ordinaire si enivrante, s'est perdue dans le silence qui s'est installé, un silence si lourd qu'il écrasait l'air autour de nous. Elle a hésité, s'est frotté les bras, un geste qu'elle faisait quand elle était mal à l'aise. Mon cœur, qui quelques instants plus tôt battait la chamade d'anticipation, a commencé à ralentir, une alarme silencieuse résonnant dans ma poitrine. Marc, il faut qu'on parle. La phrase fatidique. Celle qui précède toujours une cassure, un virage abrupt. Mon sourire s'est effacé, remplacé par une appréhension glaciale. Je me suis assis en face d'elle, sur le fauteuil habituellement réservé à la lecture, le dos droit, les mains posées sur mes genoux, comme un écolier attendant sa sentence. Elle a pris une grande inspiration, a évité mon regard, fixant un point invisible au-dessus de mon épaule. Ma mère et ma famille, elles organisent une petite fête pour mon anniversaire. Ce n'est rien de grand, juste quelques amis proches et la famille. Une pause. Une longue, trop longue pause. Mon esprit a commencé à faire des calculs, à anticiper le coup. Il n'y avait aucune mention de ma présence dans sa description. L'aiguille de mon cœur s'est emballée à nouveau, mais cette fois-ci, c'était une course folle vers l'abîme. Et puis, les mots sont sortis, maladroitement, comme des cailloux jetés dans un puits. Elle pense que tu es inférieur à Kevin. Et, je ne veux pas de malaise, tu comprends? Les mots ont frappé, non pas comme des cailloux, mais comme un marteau-piqueur en plein cœur. Inférieur. Ce mot a résonné, un écho froid et cinglant, se répercutant dans chaque recoin de mon être. Pas différent, pas moins compatible, mais inférieur. Et la justification, encore plus cruelle, je ne veux pas de malaise. Mon amour pour elle, ma présence à ses côtés, était devenue un malaise. Une gêne. Quelque chose à éviter, à dissimuler, comme une mauvaise habitude. Avez-vous déjà senti votre sang se glacer dans vos veines, non pas par le froid,
mais par une douleur si aiguë qu'elle vous coupe le souffle? J'ai senti mon corps se tendre, mes mâchoires se serrer jusqu'à la douleur. Un voile rouge a flotté devant mes yeux, mais je me suis forcé à le déchirer, à rester là, ancré dans cette réalité brutale. Je l'ai regardé, longuement. Dans ses yeux, je n'ai vu ni regret profond, ni remords sincère. Seulement une sorte de soulagement qu'elle ait pu cracher le morceau, une lâche libération. Et c'est là que j'ai su, avec une clarté effrayante, que quelque chose en moi venait de se briser de façon irréparable. Le Marc que j'avais été, celui qui pardonnait, celui qui espérait, celui qui croyait en nous, venait de mourir. J'ai pris une inspiration si profonde qu'elle a semblé arracher l'air de mes poumons. J'ai gardé ma voix calme, un calme artificiel qui masquait un tremblement sismique intérieur. Compris, ai-je simplement dit. Ce mot, si simple, si court, était en réalité un gouffre. Il signifiait « j'ai tout compris ». J'ai compris le manque de respect de ta famille, ton incapacité à me défendre, ton assentiment silencieux à ma dévalorisation, et par-dessus tout, le fait que je ne suis plus qu'un obstacle à ton bonheur, à ton image. Je me suis levé, et pris les fleurs qu'elle avait laissées sur la table basse, et les ai déposées délicatement dans l'évier de la cuisine. Le symbole de notre amour, fanant avant même d'avoir pu éclore réellement, comme tant de promesses brisées. Les jours qui ont suivi ont été un long fleuve de silence et de fausse normalité. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai continué ma routine, me levant le matin, allant au travail, préparant le dîner, échangeant quelques banalités avec elle. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage, et une décision, froide et implacable, commençait à prendre forme. Chaque interaction, chaque sourire forcé de sa part, chaque tentative d'ignorer l'éléphant au milieu de la pièce, ne faisait qu'alimenter le feu de ma détermination. Je me suis senti comme un robot, chaque mouvement mécanique, chaque pensée calculée. Les fondations de ma vie, que je croyais inébranlables, s'étaient fissurées, et maintenant, la charpente elle-même menaçait de s'effondrer. Mais je ne m'effondrerai pas avec elle. Le coup de grâce est arrivé quelques jours après cette conversation sur l'anniversaire. Un soir, après un dîner qu'elle avait à peine touché, alors que nous étions dans le salon, chacun perdu dans ses pensées devant un programme télévisé que personne ne regardait vraiment, elle a brisé le silence. Sa voix était douce, presque murmurée, ce qui la rendait encore plus dévastatrice. Elle a commencé à parler, non pas de l'anniversaire, mais de son ressenti, de ce vide qu'elle avait en elle. Marc, je me sens étouffé. Il me manque quelque chose. J'ai l'impression de ne plus me sentir vivante. Mon cœur s'est serré. Je l'ai écoutée, impassible en apparence, mais chaque mot était un coup de poignard. Elle a parlé de monotonie, de routine, de l'absence de passion. Et puis, la phrase est tombée, avec une brutalité qui m'a coupé le souffle. Il y a quelqu'un d'autre. Il me fait me sentir vivante, tu comprends? Le monde s'est arrêté de tourner. Le son de la télévision s'est transformé en un bourdonnement lointain, les couleurs ont pâli, le temps s'est figé. Un autre homme la faisait se sentir vivante. Ces mots ont résonné dans le vide de ma tête, se heurtant au mur de ce que je croyais être notre amour, notre histoire, notre vie. Vivante. Est-ce que cela signifiait qu'avec moi, elle était morte? Est-ce que tout ce que nous avions construit, ce foyer, cette sécurité, cette tranquillité, n'était qu'un linceul qui l'étouffait? Qu'aurais-tu fait, toi, à cet instant précis, quand la personne que tu as choisie, que tu as aimée de tout ton être, te regarde avec une sorte de pitié et t'annonce qu'elle s'épanouit ailleurs, entre les bras d'un inconnu? J'ai senti une douleur physique, une constriction dans ma poitrine, comme si une main invisible serrait mon cœur jusqu'à le faire éclater. Toutes les remarques de sa famille, tous les silences de Sarah, toutes les petites fissures dans le tableau idyllique, se sont soudainement alignées, révélant la fresque hideuse de ma trahison. Elle, inférieure, de sa famille prenait tout son sens. Je n'étais pas assez pour elle, pas assez excitant, pas assez risqué, pas assez vivant. J'étais le rocher solide sur lequel elle s'était appuyée, mais elle ne voulait plus d'un rocher. Elle voulait le vent, le feu, la folie d'une existence éphémère. J'ai senti une vague de colère glaciale me submerger, une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant, mélange d'humiliation et de chagrin. Mais je n'ai rien laissé transparaître. Pas une larme, pas un cri. Seulement un regard vide, et une froide détermination qui s'est ancrée au plus profond de moi. Le masque de l'impassibilité était ma dernière défense. Elle a continué, dans un flot de paroles qui me parvenaient comme des bribes distordues,
parlant de confusion, de besoin de se retrouver, de ne pas vouloir me faire de mal, des clichés habituels pour justifier l'injustifiable. Chaque mot était une couche de ciment supplémentaire sur ma douleur, transformant le chagrin aigu en une souffrance solide, cristallisée. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps, d'espace. Des mots creux, des prétextes pour mieux s'éloigner, pour mieux explorer cette nouvelle vivacité qu'elle avait découverte. J'ai simplement écouté. Mon esprit travaillait à toute vitesse, mais sans aucune émotion. La douleur m'avait anesthésié. Elle m'avait transformé en un observateur de ma propre chute, un témoin silencieux de la destruction de mon monde. Ce soir-là, alors qu'elle s'était retirée dans notre chambre, prétendant vouloir réfléchir, j'ai réalisé que c'était le point de non-retour. Ce n'était plus une question d'amour, de pardon, de compromis. C'était une question de dignité. De respect de soi. Comment pouvais-je rester avec une femme qui me jugeait inférieur pour sa famille et qui trouvait la vie dans les bras d'un autre? La réponse est venue avec une clarté brutale, comme le soleil perçant enfin les nuages d'un orage violent. Je ne pouvais pas. Je ne le ferai pas. La décision a été prise dans le silence assourdissant de cette nuit, sous le poids de ces mots qui avaient déchiré le voile de l'illusion. Mon monde s'était effondré, mais il allait se reconstruire, loin d'elle, loin de sa famille, loin de tout ce qui avait permis cette destruction. La phrase s'était enfoncée en moi comme un couteau d'argent, brillant et glacé, traversant les couches de mes illusions pour atteindre l'os nu de ma réalité. Un autre homme me faisait me sentir vivante. Vivante. C'était le mot qui brûlait, qui résonnait dans le vide de ma poitrine, un écho moqueur dans les recoins de notre maison. Étais-je donc une ombre? Un fantôme à ses côtés, incapable d'insuffler la vie, la sève, l'étincelle? Que avais-je été, alors, pendant toutes ces années? Un meuble, une présence confortable mais inerte, un décor dans sa propre pièce? La question flottait, suspendue, lourde d'une amertume que je n'avais jamais cru pouvoir ressentir. Ce n'était pas seulement la trahison physique, l'image insupportable d'un autre homme dans son intimité, non. C'était bien plus profond. C'était la dévalorisation ultime, la négation totale de ma capacité à la rendre heureuse, à lui apporter cette vie qu'elle cherchait ailleurs. C'était le verdict final d'un jury invisible, celui de sa famille et maintenant d'elle-même, qui m'avait toujours jugé insuffisant, inférieur, un simple second choix. Elle avait validé leur jugement, avait donné raison à sa mère et à toutes les voix qui avaient murmuré dans l'ombre de notre foyer. Comprenez-vous ce sentiment? Ce moment où le sol se dérobe sous vos pieds, non pas à cause d'un tremblement de terre soudain, mais parce que vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de sol du tout, juste une illusion patiemment construite par vous-même? Après ces mots, un étrange calme s'est emparé de moi. Un silence assourdissant, celui des choses brisées sans retour. La douleur était trop vaste pour être contenue par des larmes, trop aiguë pour des cris. Elle s'est transformée en une froide, implacable détermination. J'avais l'impression d'être devenu une machine, un mécanisme dépourvu d'émotion, dont la seule fonction était désormais de réagir, de s'adapter, de survivre. Ce n'était pas une décision prise dans la hâte de la colère, non. C'était une résolution forgée dans le feu de l'humiliation, trempée dans l'acier du respect de soi. Comment pouvais-je continuer à exister, à respirer, à partager un espace avec quelqu'un qui me considérait comme si peu, au point de me bannir de son propre anniversaire pour le confort de sa famille et de chercher la vie dans les bras d'un autre? La réponse était simple, d'une clarté effrayante, je ne pouvais pas. Les jours qui ont précédé son anniversaire ont été un ballet macabre de normalité. J'ai continué ma routine, comme un acteur sur scène, récitant ses répliques sans y mettre d'âme. J'allais au travail, je préparais les repas, je répondais à ses questions par des monosyllabes, mon regard vide traversant le sien sans s'y attarder. Chaque interaction était une mascarade. Elle ne semblait rien remarquer, ou peut-être ne voulait-elle rien voir. Était-ce là le signe ultime de mon insignifiance à ses yeux? Ou était-ce la sienne propre, une cécité volontaire face aux conséquences de ses actes? Je me posais la question, sans réellement attendre de réponse. Mon esprit était déjà ailleurs, à des kilomètres de notre salon, de notre cuisine, de notre chambre. Il était plongé dans la planification méthodique de mon propre exil. J'ai passé mes soirées, sous le prétexte de travailler tard sur des dossiers urgents, à organiser mon départ. Mes recherches étaient précises, chirurgicales, estimation de la valeur de la maison, contact avec des agences immobilières discrètes, évaluation des démarches pour me désengager de notre compte commun, même les contraintes légales d'un départ impromptu.
J'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon seul nom, déplaçant progressivement mes économies, ma part de nos finances communes. C'était comme débrancher une à une les cordes d'un instrument, rendant le son de plus en plus faible, jusqu'au silence. Je me sentais étrangement calme, comme un général préparant une bataille cruciale, où l'échec n'était pas une option. Chaque détail comptait. Chaque action était une étape vers ma libération. Je me souviens de notre dernier dîner ensemble, quelques jours avant l'anniversaire. Une lasagne, son plat préféré. Elle parlait de ses amis, des préparatifs de la fête, de la robe qu'elle allait porter. Je l'écoutais, ou du moins faisais-je semblant, mon cerveau cataloguant chaque mot, chaque rire, chaque inflexion de sa voix. Je me demandais si elle sentait l'énorme vide qui grandissait entre nous, si elle percevait l'abîme que j'étais en train de creuser, silencieusement, patiemment. Nos corps étaient assis l'un en face de l'autre, mais nos esprits étaient à des années-lumière. Le sel dans mes plats me semblait étrangement amer. Chaque bouchée avait un goût de faim. N'a-t-on jamais la sensation, parfois, de vivre les derniers instants d'une époque, sans savoir alors que ces derniers instants sont réellement les ultimes? Le jour de son anniversaire est arrivé, comme tous les jours, avec sa lumière banale et son lot de promesses non tenues. Elle s'est levée, radieuse, comme une fleur s'épanouissant dans une matinée de printemps, inconsciente de l'orage qui se préparait. Elle a choisi sa robe, a passé du temps devant le miroir, ses rires cristallins parvenant à mes oreilles depuis la salle de bain, alors que j'étais dans la cuisine, préparant mon café. Je la regardais faire, avec une distance presque clinique. C'était une pièce de théâtre, et j'attendais mon signal pour entrer en scène, non pas pour jouer mon rôle habituel, mais pour démanteler le décor. Elle m'a embrassé sur la joue, un baiser mécanique, juste avant de partir. « Amuse-toi bien », lui ai-je dit, le mensonge se déversant de mes lèvres avec une facilité déconcertante. C'était le dernier mensonge que je lui dirais. Puis, le silence. Le claquement de la portière de la voiture. Le vrombissement du moteur qui s'éloignait. Et enfin, le calme plat. Un silence si profond qu'il en était presque assourdissant. C'était le signal. L'air de la maison a semblé se densifier. Chaque objet, chaque meuble, chaque recoin résonnait des souvenirs de notre vie commune. C'était une entité vivante, imprégnée de rires, de disputes, de confessions, de nuits partagées. Mais à cet instant, pour moi, ce n'était plus qu'une coquille vide, un amas de briques et de bois. Le refuge que j'avais construit avec tant d'amour se transformait en un champ de ruines. J'ai commencé par mon bureau, l'espace le plus personnel, le plus mien. Chaque livre, chaque document, chaque objet avait une histoire, une empreinte de ma vie, de mes passions. J'ai sorti mes cartons de déménagement, les adhésifs, les marqueurs. La première boîte, remplie de mes livres préférés, ceux qui m'avaient accompagné dans mes moments de solitude et de réflexion. Le poids de ces livres entre mes mains était un ancrage, un rappel de qui j'étais avant elle, avant nous. Chaque livre était un fragment de mon identité que je rapatriais, que je sauvais de l'oubli, de la dissolution. Mes doigts glissaient sur les pages, un adieu silencieux à des compagnons de longue date. Le craquement du carton sous mes pieds, le son sec du ruban adhésif que je déroulais, c'était la seule bande-son de cette tragédie intime. Je travaillais avec une précision maniaque, comme un archéologue déterrant les vestiges d'une civilisation perdue, ma propre civilisation. J'ai soigneusement emballé mes outils de travail, mon ordinateur portable, mes carnets de notes. Ces objets ne portaient aucune trace d'elle, aucune empreinte de notre vie à deux. Ils étaient purement et simplement miens. Cette distinction, cette ségrégation des objets, était fondamentale. Elle symbolisait la rupture, le démembrement de notre existence partagée. Puis, je suis passé à la chambre. Notre chambre. L'odeur de son parfum flottait encore légèrement dans l'air, un fantôme olfactif. C'était là que nous avions partagé nos nuits, nos secrets les plus intimes, nos corps enlacés. Et maintenant, je la vidais de ma présence. Le lit défait, les draps qui portaient encore son odeur, ses vêtements jetés négligemment sur une chaise. J'ai pris mes affaires, les unes après les autres. Mes chemises, mes pantalons, mes sous-vêtements. Des objets banals, mais chargés d'une symbolique écrasante. Chaque pli que je faisais, chaque tiroir que je vidais, était un coup de marteau sur le verre déjà brisé de notre union. Je me suis arrêté un instant, une main posée sur l'oreiller qu'elle utilisait. Je l'ai senti. L'odeur de ses cheveux, de sa peau. Une bouffée d'émotion, brutale, inattendue, a menacé de me submerger. La colère,
la tristesse, l'amour perdu, tout s'est mêlé en un tourbillon suffocant. Qu'aurais-tu fait, à ce moment précis? Aurais-tu succombé à la vague de souvenirs, au regret, à la tentation de tout arrêter et de l'attendre, de la supplier de revenir? Non, cette pensée a été rapidement balayée par l'image de son visage, me disant qu'un autre homme la faisait se sentir vivante. Ce mot. Encore et toujours ce mot. Il était mon bouclier, mon carburant, la raison même de mon action. J'ai continué, mon visage impassible, mes mouvements automatiques. J'ai emballé mes albums photos, ceux où nos sourires étaient sincères, où nos regards se croisaient avec tendresse. Je me suis permis un bref instant de nostalgie en les rangeant, sans les ouvrir. Chaque image était une flèche, mais je me devais d'être invulnérable. C'était un processus de déconstruction, non seulement de notre vie, mais de l'homme que j'avais été avec elle. Je rangeais les preuves de mon existence passée pour faire place à un nouvel être, encore inconnu. Le garage. C'était là que j'avais garé le camion de location que j'avais réservé sous un faux nom, payé en espèces. Un fourgon anonyme, sans aucune marque distinctive, comme un vaisseau spatial prêt à m'emporter loin de cette planète. J'ai méthodiquement chargé les boîtes, les unes après les autres. Le cliquetis des loquets, le grincement des roulettes, le frottement du carton contre le métal. Chaque son était un pas de plus vers ma liberté, vers mon anéantissement de cette vie-là. Le corps endolori, les muscles tendus, j'ai senti la sueur perler sur mon front, un effort physique qui masquait l'effort émotionnel titanesque. Les heures passaient. La lumière du jour, d'abord vive, a commencé à décliner, filtrant à travers les fenêtres, peignant les murs de nuances orange et violette. Je pouvais imaginer Sarah, là-bas, riant, trinquant, peut-être même parlant de moi avec une pointe de pitié ou de dédain, à sa famille qui m'avait tant méprisé. La pensée était comme un coup de fouet, me rappelant la futilité de la rancœur et l'urgence de ma fuite. Alors que la nuit tombait, la maison semblait se transformer. Les ombres s'allongeaient, les bruits de l'extérieur s'atténuaient. Elle n'était plus qu'un espace vide, écho de ce qu'elle avait été. Mes affaires étaient dans le camion. Mes papiers importants étaient dans une petite sacoche à mes pieds. Il ne restait plus qu'à effacer les dernières traces, à déconnecter les dernières attaches. J'avais déjà contacté, discrètement, un agent immobilier. Une personne de confiance, un vieil ami d'enfance qui m'avait promis une discrétion absolue. La maison serait mise en vente le lendemain matin, avec une procuration que j'avais signée pour qu'il puisse agir en mon nom. Sarah, en tant que copropriétaire, recevrait bien sûr sa part de la vente. Mais elle le découvrirait par l'agent, ou peut-être par une affiche, à vendre, plantée dans le jardin, et non de ma part. Le silence était mon arme la plus puissante. Ce n'était pas une vengeance, du moins pas dans le sens commun du terme. C'était un acte de survie, un retrait stratégique. Les comptes bancaires joints. J'avais déjà transféré tous les fonds qui m'appartenaient sur mon nouveau compte. Les virements automatiques, les prélèvements. Tout avait été réorganisé. Sarah se retrouverait avec un compte quasi vide, certes, mais pas sans ressources pour ses dépenses courantes. Cependant, elle n'aurait plus accès à l'entièreté de nos économies communes. Ce n'était pas pour la ruiner, c'était pour me protéger, pour m'assurer que ma part était en sécurité, et pour qu'elle ressente le vide que je ressentais. Une équation simple, elle m'avait retiré le sentiment de vie, je lui retirais le confort matériel. Ensuite, le plus difficile, les ponts sociaux. Nos amis communs. C'était une toile complexe, tissée au fil des ans, des dîners, des vacances. Je savais que beaucoup d'entre eux prendraient son parti, ou du moins ne comprendraient pas mon geste radical. Comment expliquer l'inexplicable, le sentiment d'être effacé, le besoin de disparaître? J'avais déjà commencé à couper les liens virtuels, bloquant ses proches et elle-même de mes réseaux sociaux, changeant mon numéro de téléphone. C'était un acte violent, oui, mais nécessaire. Comme une amputation, douloureuse, mais vitale pour éviter la gangrène. Ma dernière action a été de laisser une courte note sur la table de la cuisine. Non pas pour elle. Pour moi. Pour clore le chapitre. Je suis parti. Je ne reviendrai pas, pas d'explication, pas de reproche, pas de lamentation. Juste la nudité de la vérité. Une vérité si brutale qu'elle en était presque élégante. C'était le reflet de ce qu'elle m'avait dit, de son propre manque d'explication, de la simplicité avec laquelle elle avait jeté notre vie à la poubelle. J'ai fait le tour de la maison une dernière fois. Le salon, vide de mon regard.
La cuisine, où tant de repas avaient été partagés. La salle de bain, où nos brosses à dents côtoyaient. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte d'entrée. L'acier froid sous mes doigts. J'ai respiré une dernière fois l'air de cet endroit qui avait été mon foyer, mon refuge, ma prison dorée. Le cœur lourd, mais l'esprit clair, j'ai tourné la clé dans la serrure. Le clic résonna dans le silence, un bruit définitif, irréversible. J'ai refermé la porte derrière moi. La nuit était tombée, enveloppant la rue d'un voile sombre. La lune, pleine et indifférente, illuminait le chemin. J'ai grimpé dans le camion, le moteur a ronflé, un son profond et puissant. J'ai passé la première vitesse, puis la deuxième. Les phares du camion découpaient la route devant moi, une route inconnue, pleine de promesses et d'incertitudes. Le rétroviseur m'a montré la maison s'éloigner, ses fenêtres sombres, muettes. Une dernière image de ce que j'avais cru être ma vie. Et puis, plus rien. Juste la route, le noir, et le silence. Le silence du départ. Le silence de ma renaissance. Elle est rentrée. J'imaginais la scène, je l'ai rejouée 1000 fois dans ma tête durant les heures interminables de la route, tandis que le soleil déclinait derrière moi, tirant un trait rouge sur mon passé. Elle est rentrée, le pas léger, le sourire encore imprégné des rires de son anniversaire, peut-être même une pointe de gêne face à ce mensonge qu'elle me réservait, ou plus vraisemblablement, une indifférence joyeuse. Elle a ouvert la porte, l'odeur de notre foyer, l'écho de nos vies. Et puis, le silence. Un silence différent, plus lourd, plus vide que d'habitude. Ses yeux ont dû balayer le salon, chercher ma présence, la retrouver dans l'absence. Les miens n'étaient plus là, nos cadres photos étaient partis avec moi, mes livres avaient quitté l'étagère. Chaque objet qui portait mon empreinte avait été arraché, laissant des cicatrices invisibles sur les murs. Le choc. C'est ce que j'espérais. Le choc, suivi de la compréhension, lente et douloureuse, comme un poison qui se diffuse. Elle a dû monter les escaliers, le cœur battant, ses illusions se brisant à chaque marche. La chambre vide. Mon côté du lit immaculé, les tiroirs béants. Mon armoire ouverte, un gouffre. La note. J'avais laissé la note sur la table de chevet, un bout de papier simple, écrit avec une clarté presque chirurgicale. Pas de cri, pas d'accusation. Juste la froide logique des faits. La maison est en vente. Mes affaires sont parties. Je ne serai plus là pour gêner ta famille, ni pour te regarder chercher la vie ailleurs. Sois heureuse. Un message court, dénué de toute émotion apparente, mais chaque mot était un couteau que j'avais aiguisé avec des mois d'humiliation silencieuse. Le téléphone a sonné 3 heures après mon départ, alors que j'étais déjà bien loin, le camion garé sur une aire d'autoroute quelconque, la nuit noire avalant les derniers vestiges de ma vie d'avant. C'était ma belle-mère. Sa voix, habituellement si assurée, si perçante, était un mélange étrange de confusion et de colère larvée. Marc? C'est quoi cette histoire? Sarah est rentrée, elle est hystérique. Où es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire cette note, la maison en vente? Je l'entendais respirer bruyamment, la panique s'immisçant dans son assurance habituelle. Elle parlait à travers le combiné, mais je pouvais presque voir son visage rouge, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Elle ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'y attendait. J'étais l'homme stable, prévisible, celui qui encaissait tout, le roc sur lequel Sarah pouvait s'appuyer, même en me dévalorisant. Marc. Tu m'entends? Réponds-moi. Sa voix montait d'un cran, la confusion laissant place à l'exigence. Que aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu crié ta rage? Expliqué ta douleur? J'ai respiré un grand coup, l'air froid de la nuit emplissait mes poumons, purifiant l'écho de ses paroles. Madame, ai-je dit, ma voix calme, posée, presque étrangère à mes propres oreilles, Sarah voulait se sentir vivante. Elle l'a dit elle-même. Et votre famille ne voulait pas de malaise à son anniversaire. Je les ai écoutés. J'ai compris. Je suis parti. La maison est en vente, oui. Un ami agent immobilier s'en occupe. Les papiers sont déjà lancés. Votre fille aura sa liberté, son espace, et un petit capital pour démarrer une nouvelle vie, celle où elle se sentira pleinement vivante, sans que mon infériorité ne vienne entacher son bonheur. Un silence. Un silence assourdissant au bout du fil, comme si mes mots l'avaient frappé en plein cœur, la laissant sans voix pour la première fois.
Elle, l'inquisiteur, la juge suprême de ma valeur. Elle, qui m'avait tant de fois comparé à un ex-fantôme, me trouvant toujours de trop petites ambitions, un salaire trop modeste, une allure trop ordinaire. Je l'entendais essayer de trouver ses mots, de reprendre le contrôle, mais rien ne venait. Juste ce souffle court, cette confusion qui la rongeait. Mais... Marc, c'est absurde. C'est une blague. J'ai souri, un sourire triste et amer, que personne n'a vu, pas même moi vraiment. Non, madame. Ce n'est pas une blague. C'est la conséquence logique de ce que vous avez tous souhaité. Bonne nuit. Et j'ai raccroché. Sans un mot de plus. Le son de ma propre voix m'avait paru si étranger, si détaché, que j'en ai été surpris moi-même. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un mélange paradoxal de vide et de plénitude. J'avais loué un petit appartement dans une ville à plusieurs centaines de kilomètres de mon ancienne vie, une petite bulle de solitude où chaque bruit, chaque silence m'appartenait. Les murs étaient nus, l'écho de mes pas résonnait dans les pièces vides. Les premiers matins, je me réveillais avec une sensation étrange de flottement, un instant de désorientation avant de me souvenir que je n'étais plus dans notre lit, que Sarah n'était plus là, que le café ne serait préparé que pour moi. Connais-tu ce sentiment où l'habitude est si profondément ancrée qu'elle continue d'agir même quand l'objet de l'habitude a disparu? Mon corps se préparait à sa présence, mon esprit à sa voix, et chaque fois, la réalité s'imposait, froide et nette. La solitude. Elle était une compagne fidèle, parfois écrasante, parfois libératrice. Je mangeais seul, lisais seul, marchais seul. Le téléphone sonnait rarement. J'avais coupé les ponts avec le cercle social commun, ses amis qui étaient aussi les siens, ses connaissances qui, je le savais, se seraient rangées de son côté, ou auraient tout simplement cherché le potin croustillant. J'avais voulu une coupure nette, une amputation sans regret, pour que la gangrène ne se propage pas à ma nouvelle existence. Mais cette solitude avait son prix. Le silence la nuit était parfois assourdissant, laissant mes pensées s'envoler, se perdre dans les méandres du passé. Je revoyais les moments heureux, les rires partagés, la complicité qui nous avait unis. Était-ce une illusion? Avais-je rêvé tout ce bonheur? Ou était-ce simplement la réalité, la fragilité de toute chose? La reconstruction. Ce fut un travail d'orfèvre, patient et douloureux. Il ne s'agissait pas seulement de trouver un nouveau travail, de me meubler, de reprendre mes marques dans une nouvelle ville. Il s'agissait de me reconstruire moi-même, de recoller les morceaux de l'estime de soi que les paroles de Sarah et de sa famille avaient brisés. Je me suis replongé dans des passions oubliées, la photographie, les longues marches en forêt, la lecture de romans qui n'avaient rien à voir avec nos goûts communs. Je me suis inscrit à un club de randonnée, un petit pas hésitant vers de nouvelles rencontres, de nouvelles voix, de nouveaux rires qui ne seraient pas lestés par le poids du passé. Chaque petite victoire était un baume sur mes blessures. Un nouveau plat cuisiné avec plaisir, une conversation agréable avec un inconnu, un paysage découvert lors d'une randonnée qui me coupait le souffle. Ces moments étaient des rappels que la vie continuait, qu'il y avait de la beauté et de la joie au-delà de la trahison. J'ai appris à vivre avec les fantômes du passé. Parfois, une odeur, une chanson, une image me ramenait en arrière, à l'époque où l'on était deux. La douleur était là, une ombre persistante, mais elle s'est estompée au fil des semaines, des mois. Elle n'était plus cette blessure béante qui saignait à vif, mais une cicatrice, un rappel de ce que j'avais traversé. Le souvenir des mots de Sarah, un autre homme me fait me sentir vivante, me hantait encore parfois, mais j'ai commencé à le transformer. J'ai réalisé que je devais aussi me sentir vivant, mais par moi-même, pour moi-même, sans dépendre du regard ou du désir d'un autre. Cette quête de soi, cette autonomie retrouvée, était la plus grande leçon de cette épreuve. La vente de la maison s'est déroulée sans accroc majeur. Mon ami agent immobilier a géré tout le processus avec discrétion et efficacité. Je n'ai jamais eu à parler à Sarah directement. Tout est passé par les avocats, un filtre impersonnel qui m'a épargné de revivre la confrontation. L'argent de la vente a été partagé équitablement, comme la loi l'exige. Une somme que j'ai investie intelligemment, pour m'offrir cette liberté, cette nouvelle vie que j'avais si brutalement conquise. Et Sarah, qu'est-elle devenue? Je n'ai jamais vraiment cherché à savoir. J'ai vu quelques photos sur les réseaux sociaux, des bribes de son existence. Elle semblait vivante. Du moins en apparence. Mais les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? La vraie vie, la vraie vitalité, se niche parfois dans des recoins insoupçonnés,
loin des feux de la rampe et des validations extérieures. Cette histoire, la mienne, est celle d'un homme ordinaire. Un homme qui, comme tant d'autres, a bâti sa vie sur la confiance, sur l'amour, sur l'idée que l'autre était son refuge. J'ai appris à mes dépens que même les fondations les plus solides peuvent s'effriter sous les assauts insidieux du doute, du manque de respect, et de la quête égoïste de sensations. La confiance, c'est comme un miroir, une fois brisé, on peut essayer de recoller les morceaux, mais les fissures resteront toujours visibles, déformant à jamais le reflet. Le respect de soi, lui, est la seule encre véritable dans la tempête. Le jour où je l'ai perdu, j'ai commencé à sombrer. Le jour où j'ai décidé de le reconquérir, j'ai trouvé la force de tout abandonner pour me sauver. Qu'aurais-tu fait? Aurais-tu lutté pour un amour qui te rabaissait, qui t'étouffait? Aurais-tu tenté de réparer l'irréparable, de rapiécer un tissu déjà déchiré? Je ne saurais dire si ma décision a été la bonne pour tout le monde, mais elle a été la bonne pour moi. Elle m'a permis de me regarder à nouveau dans le miroir, sans y voir l'ombre d'un homme plus petit que l'ex-fantôme de sa femme. Elle m'a enseigné que parfois, la seule façon de se libérer, c'est de brûler les ponts, de tout laisser derrière soi, même ce que l'on pensait le plus précieux. Cette histoire, crois-moi, aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Dans une grande ville, une petite ville, à l'autre bout du monde. Elle n'est pas unique. Les dynamiques familiales toxiques, la pression sociale, les démons intérieurs qui nous poussent à chercher le frisson ailleurs, tout cela est universel. Il suffit d'un instant, d'un mot, d'une décision malheureuse, pour que tout bascule, pour que le tableau idyllique se transforme en champ de ruines. Et dans ces ruines, nous devons alors trouver la force de nous reconstruire, pierre par pierre, jour après jour. Alors, si mon histoire a résonné en toi, si elle a touché une corde sensible, ou si elle t'a simplement fait réfléchir, je t'invite à partager tes pensées dans les commentaires. As-tu déjà vécu une trahison similaire? Comment as-tu réussi à te relever? Chaque histoire est unique, mais nos douleurs et nos quêtes de rédemption nous lient tous. Si tu as apprécié ce récit, cette plongée dans les profondeurs de l'âme humaine, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines réflexions. Prends soin de toi, et souviens-toi que ta dignité n'a pas de prix.